Bonjour à tous, en lien avec le hors-série de Ciel et Espace sur l'astrophotographie, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel AutoStackert. C'est le logiciel utilisé en imagerie planétaire pour additionner des images entre elles et en partie corriger les défauts de turbulence. Donc le logiciel il se présente sous la forme de deux fenêtres. On peut ouvrir une vidéo à la fois ou on peut en ouvrir plusieurs au choix. Si on a plusieurs vidéos qui ont été prises avec les mêmes paramètres de largeur, de hauteur, on peut éventuellement en ouvrir plusieurs d'un coup et le logiciel va les traiter plusieurs à la suite les unes des autres automatiquement. Donc ça c'est assez pratique quand on a fait une grosse nuit d'observation. On peut, si on a 50 vidéos par exemple, s'il fallait les ouvrir toutes à la main les unes après les autres, ce serait assez fastidieux. Là, on peut le faire automatiquement. Donc, soit on va sur le bouton ouvrir, tout simplement. Soit on peut aussi, si on a un répertoire, faire glisser nos vidéos directement dans la fenêtre ici. Là, je vais faire simple. Je vais ouvrir simplement une seule vidéo. Alors là, c'est une vidéo qui a été prise avec une caméra couleur. On voit que les couleurs sur Jupiter sont réalistes. Éventuellement, selon le type de caméra, ça peut ne pas se passer comme ça. Donc dans ce cas, il faut aller dans le menu couleur, ici. Donc là, je peux la repasser en noir et blanc, par exemple. Là, en l'occurrence, je suis bien en couleur. Donc soit je fais auto-détection, et dans ce cas, voilà, on a l'image couleur normale, tout va bien. Soit on peut choisir différents motifs de matrice de Bayer, c'est-à-dire que devant la caméra, il y a des pixels avec un filtre rouge, vert ou bleu. Et en fait, le logiciel va essayer de deviner tout seul qui est le pixel vert, qui est le pixel bleu, qui est le pixel rouge. Normalement, ça marche, parce qu'il y a des informations de la caméra qui permettent de savoir ça. Mais si le driver de la caméra, le pilote de la caméra n'est pas très bien développé, le logiciel peut ne pas reconnaître. Et donc on peut avoir ce genre de choses. Là par exemple j'ai la mauvaise matrice de Bayer, je me retrouve avec une image un peu noir et blanc, avec des couleurs bizarres. Là j'en essaye encore une autre. Bon, on voit que c'est pareil, ça fait pas de bonnes couleurs. Je vais essayer la quatrième combinaison possible. Là l'image est carrément bleue, donc on voit que ça correspond pas. Donc voilà. Là bon, dans mon cas, soit je prends le premier motif, donc rouge, vert, vert, bleu, soit je mets auto-détection, et là c'est facile. Alors ensuite, là donc on a l'une de nos images de Jupiter, on peut se balader dans la vidéo. Et en fait ce qu'on voit, si je me balade dans la vidéo, là le logiciel a déjà aligné les images entre elles. On voit le bord de la fenêtre qui bouge et ça se fait instantanément, donc c'est assez pratique. On voit la turbulence qui agite un peu la planète. Je peux, pourquoi pas, zoomer si je veux. Là, je vais arrêter. Alors, il se pourrait que sur la gauche, là, j'ai un satellite, par exemple. Alors, je ne sais pas s'il a été pris en compte. Déjà, en fait, pour faire ça, si je veux voir la partie gauche de l'image, là, je peux faire Shift. Et hop, je décale ma fenêtre. Oula, j'ai été beaucoup trop loin. Voilà, j'ai bien un satellite sur la gauche ici. Donc voilà, je fais en sorte de déplacer mon image. Ah là, il me fait un truc bizarre, peut-être parce que je suis zoomé à 140%, ça me fait pas ça d'habitude. Voilà, je me remets à 100%, ce sera plus simple. Voilà. Et donc là, je fais en sorte que le satellite soit pris en compte. Le satellite, si on fait un traitement de base, c'est pas très important de l'avoir. Par contre, si on veut compenser la rotation de Jupiter dans le logiciel WinJupos, pour ça, je vous renvoie à d'autres vidéos qui existent sur Internet, notamment sur ma chaîne YouTube. En fait, c'est très utile d'avoir un satellite dans le champ. Ça nous permettra de connaître l'axe de rotation de la planète. En fait, si on regarde juste les bandes de nuages, savoir exactement où est l'équateur de Jupiter, c'est difficile. Par contre, dès qu'on a un satellite autour, là, ça devient trivial. Et donc, ensuite, paramètre important, en fait, ça va être de placer des points d'alignement. Là, par exemple, si je clique sur Place AP Grid, en fait, ça me place des carrés qui vont être les carrés de référence que le logiciel va analyser pour aligner les images entre elles. Et en fait, il va aligner les images par rapport à chaque carré. Ça veut dire que ça va corriger en partie la turbulence si on a de la déformation globale de la planète.
Et donc, on va pouvoir mettre des carrés plus ou moins larges. Là, ils ont une largeur de 72 pixels. La bonne largeur, ça va dépendre de la focale que vous utilisez, ça va dépendre de la qualité de votre télescope, ça va dépendre des paramètres de prise de vue. Donc, en vous disant ça, je ne vous aide pas beaucoup. Dans la pratique, très empiriquement, moi, il ne m'arrive pas de pouvoir descendre en dessous de 48 pixels sur Jupiter, par exemple. Et le plus souvent, un paramètre autour de 64 pixels fonctionne bien. Si vous voulez En fait, si on prend des fenêtres trop petites, le logiciel va perdre les pédales et il va faire un mauvais alignement parce qu'il aura des zones dans lesquelles il n'y a pas assez de détails pour s'y retrouver. Donc il ne faut pas mettre une valeur trop petite, mais en même temps, si je mets une valeur très grande, par exemple, si je mets 104, là, on voit on a assez peu de carrés d'alignement, donc les variations de turbulence fine, elles vont peut-être ne pas être très bien corrigées. Alors, le logiciel a une technique intéressante pour éviter ce défaut-là. Par exemple, si je mets un paramètre volontairement un petit peu petit, 56 pixels, je peux cliquer ici sur multi-scale, multi-échelle. Et là, maintenant, je fais de nouveau placer les points d'alignement. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a beaucoup de points, mais en fait, le logiciel a mis des carrés de 56 pixels et par-dessus, il a mis des carrés plus gros. Et il va estimer tout seul quelle est la meilleure taille de carré à prendre pour accrocher des détails ou pas. Donc voilà ce qu'il y a à montrer dans cette partie-là. Là, on peut faire varier la luminosité. Alors, ça a surtout un intérêt si on a un satellite et qu'on ne le voit pas bien. Là, en l'occurrence, mon satellite, je vais vouloir l'aligner aussi. Et donc là, on peut prendre un point d'alignement de n'importe quelle taille. Là, c'est un seul point, donc peu importe la taille. Là, je mets 88 pixels, par exemple, et je clique dessus avec la souris. Hop, j'ai un point d'alignement sur mon satellite. La luminosité, si j'y ai touché, je ne la laisse pas élever, parce que sinon, en fait, au moment où les images vont s'additionner, ça va rester comme ça, hyper lumineux. Donc ça, on ne veut pas. Alors, ensuite, on va aller dans la partie gauche. Là, on a ce bouton ici qui doit être coché. J'aurais dû commencer par ça. Là, on a une planète. Donc, on fait un alignement de type planète. Je vais vous montrer après qu'on peut être dans un autre cas de figure si on a la Lune. Dynamic Background, on le laisse cocher. Et là, en fait, on a Quality Estimator. Alors, ça, c'est toujours le paramètre qui paraît un peu obscur dans AutoStacker, mais c'est pas si compliqué que ça, en fait. Si je change ce paramètre, en fait, on voit que le logiciel me donne tout seul des indications là par-dessus le bouton. Par exemple, en fait, on voit que si on a une vidéo couleur, le logiciel recommande d'avoir au moins un paramètre à 6. En fait, ce paramètre, c'est un paramètre qui va flouter l'image pour réduire le bruit, flouter les images brutes, et ça va les flouter plus ou moins. Donc si elles sont très floues, c'est peut-être pas très bon pour l'analyse de qualité. Si elles sont pas assez floues, on va analyser du bruit, on ne va pas s'y retrouver. Dans la pratique, si on met un paramètre ici autour de 5, ça va marcher la plupart du temps, même si la vidéo est couleur. Néanmoins, si elle est couleur, je vous recommande de mettre au moins 6 ou 7. Et si vous avez pris une image avec une caméra noir et blanc, si vous mettez 4 ou 5, ça va bien fonctionner. Ensuite, là, on a local ou global. Là, c'est un paramètre qui va choisir si le logiciel va prendre à chaque fois l'image entière qui va déformer ou s'il va prendre simplement les carrés où il y a les meilleures informations. Parce qu'en fait, on va essayer de conserver évidemment que les meilleures images. Alors, pour savoir la quantité d'images à conserver, c'est un peu, honnêtement, c'est un peu du pifomètre. On peut néanmoins essayer de faire une analyse. Là, on peut cliquer sur analyse. Ça va prendre quelques secondes et on va voir qu'en faisant cette analyse, le logiciel va générer un graphique de qualité et on va pouvoir essayer de se baser là-dessus quand même pour avoir le bon ordre de grandeur. Là, on a des indications ici. Une fois que j'ai fait ça, normalement, le logiciel m'a mis les images dans l'ordre de qualité. Donc, je vais aller sur la gauche. Voilà. Donc, par exemple, là, on voit que si je garde les 7% d'images
les meilleurs, je vais être à un niveau de qualité de 65% par rapport à la meilleure image. Et en fait, on va essayer de rester dans une fourchette où on est au moins à 50% de la meilleure image. Donc là, en me baladant, hop, je vois que si je prends les 40% des meilleures images, je vais à peu près respecter ce critère-là. C'est assez empirique en fait. Il vaut mieux faire des essais, surtout quand on débute. Mais disons que si vous voulez avoir une bonne approximation, c'est la bonne approche à avoir. Vous faites cette analyse et vous regardez à quel niveau il faut se placer pour conserver un niveau de qualité de 50 à 60%. Donc là, je pourrais même mettre un peu moins si je veux être très sélectif. Qu'est-ce qui se passe par exemple si je mets au moins 30% d'images? Dans la pratique, moi j'aime bien avoir au moins 30% de mes images, parce qu'après on commence vraiment à perdre, à ne pas avoir assez de signal. Donc là, si je garde 30% de mes images, je suis à un niveau de qualité de 54%. Alors si je veux faire cet empilement de 30% des images, en fait, il suffit ici d'écrire 30%, de dire au logiciel, je veux conserver 30% de mes images. Si j'ai un doute, si je me dis, peut-être qu'en mettant moins, j'aurai un meilleur résultat, c'est possible, et en fait, je peux dire, dans cette fenêtre, essaye de me faire un paquet avec 15%, essaye de me faire un paquet avec 30%, et puis pourquoi pas avec 40 ou 45%. Et dans ce cas, il va faire les empilements des trois épaisseurs, 15, 30, 40%. Ça, c'est assez pratique. Bon, là, c'est juste pour un exemple, donc je ne vais pas m'embêter, je vais juste mettre l'essai à 30%. Voilà. Là, on a un bouton qui est intéressant, c'est l'alignement des couches rouge, vert, bleu. Donc, si on a une image faite avec une caméra couleur, on peut avoir un bord de Jupiter qui est rouge et l'autre qui est bleu. Les images rouge, vert, bleu peuvent ne pas être parfaitement alignées. Ça, c'est lié à l'effet de prisme de l'atmosphère. On peut l'avoir corrigé dès la prise de vue, éventuellement. Si on utilise un correcteur de réfraction atmosphérique, on aura cette correction qui sera faite dès le départ. Mais même si on utilise un correcteur de réfraction atmosphérique, on n'est jamais sûr à 100% d'avoir fait un réglage au pixel près. C'est assez difficile, ça demande un petit peu d'expérience pour avoir un réglage meilleur que le pixel. Et donc, je vous conseille, si vous avez de la prise de vue en couleur, de cliquer ici sur cet alignement rouge, vert, bleu. Une fois que vous avez réglé tout ça, il suffit de faire empiler les images. Donc là, je clique Stack. Alors là, le traitement va être plus ou moins rapide. Là, on est sur la version 3 du logiciel. L'auteur, Emile Krijkamp, qui est un ingénieur hollandais vraiment talentueux. C'est vraiment un très très bon logiciel qui est utilisé aussi par des professionnels. Il est actuellement en train de travailler à la version 4. Je sais qu'elle existe déjà, mais il ne l'a pas encore publiée. Et dans la version 4, normalement, le traitement sera beaucoup plus rapide. Mais il est déjà relativement rapide. La durée du traitement, ça va vraiment beaucoup dépendre du nombre de points d'alignement qu'on a réglé au départ et puis de la longueur de la vidéo. Et bon, voilà, le temps de vous dire 2-3 choses. Vous voyez, en fait, l'alignement ici est déjà... le traitement ici est déjà terminé. Donc, une fois que j'ai terminé ce traitement, en fait, il faut que j'aille naviguer dans le répertoire où sont stockées les vidéos que j'ai utilisées. Donc cette image-là, maintenant, je peux l'ouvrir dans ce que je veux. Je ferai une autre vidéo pour montrer comment révéler les détails qui sont dans l'image. Néanmoins, voilà, on peut voir le résultat ici dans Photoshop. Simplement dans Photoshop, là on voit que c'est pas très détaillé, mais si je fais filtre, renforcement, accentuation, là si je veux accentuer un peu les détails de mon image, là c'est vraiment je fais le traitement le plus sommaire possible. Je fais quelque chose d'extrêmement simple. Je ferai une autre vidéo où je montrerai des choses un peu plus raffinées. Mais voilà, on voit déjà, hop, l'image est déjà beaucoup améliorée. Je peux très bien faire une balance des blancs automatique. Hop, voilà. Et donc ça pourrait me faire un traitement presque fini. Là, je peux même accentuer encore peut-être. Oui, ça, on voit que si j'accentue encore, l'image, elle en a un peu sous le pied, quoi. Voilà, par exemple.
Donc je ne recommande pas de faire des traitements aussi simples, hein. Je vais encore une fois faire une vidéo où je vais montrer des choses un peu plus raffinées, mais en tout cas on voit de quoi on part. Je vais montrer une image brute. Hop. On va peut-être prendre la meilleure quand même, on va être généreux. Voilà, on peut comparer la meilleure image brute qu'on avait au départ et puis l'image finale en faisant un traitement très simple. Et là, j'ai pas cherché du tout à optimiser les paramètres. On voit que le gain, il est considérable. L'image est moins granuleuse et surtout, bah, on a un peu compensé les effets de la turbulence et on a additionné beaucoup d'images. Je ne sais même plus combien est-ce que j'en avais dans ma vidéo. On a gardé 30%. De 2000 images à peu près. Donc au final, voilà, là on a additionné un peu plus de 600 images. C'est pas mal, hein. Et bon, là, là où on voit qu'il faudrait faire un traitement plus fin, notamment, c'est qu'on voit que le satellite est complètement surexposé. Alors, je vais montrer une autre chose dans le logiciel. J'ai un petit bug d'affichage, on va le redémarrer. Ça va pas lui faire de mal. Hop. Donc j'avais fait un exemple de prise de vue en visant la Lune. Donc, je peux aller rechercher cette vidéo de la Lune. Voilà. Alors là, on voit qu'on a une fenêtre rouge là autour de la Lune. Et ben, en fait, c'est simplement parce qu'on est mis en mode planète. Le mode planète, c'est vraiment pour un objet avec du noir autour. Quand on est sur la Lune avec un peu de focale, ben, on n'a pas que du noir autour. Et ce que je montre, je précise tout de suite, ce que je montre là, c'est valable aussi si on fait une image du Soleil. C'est vraiment les mêmes logiques de traitement. Et donc, alors, tout à l'heure sur Jupiter, j'ai montré qu'on peut cliquer sur le bouton Analyse, mais c'était facultatif. Quand on est sur la Lune ou le Soleil, il va de toute façon falloir faire un tour d'analyse à la main. Donc là, je clique sur Analyse. Donc on va analyser notre vidéo. Alors la vidéo de la Lune, elle est très modeste, hein. J'ai fait ça sur mon balcon en plein jour avec un tout petit télescope. Donc c'est vraiment une vidéo sans prétention, c'est juste pour l'exemple, mais c'est typiquement en fait le genre de choses que l'on est susceptible de faire quand on débute. Donc voilà, là il a analysé la vidéo. On peut refaire ce que j'ai fait tout à l'heure, de regarder jusqu'où je peux aller pour rester à 50-60% de qualité. Donc là, si je garde 34% de mes images, j'ai encore 70% de qualité, c'est bien. Allez, on va peut-être viser du 60%. Voilà. On voit en fait que dans cette vidéo, qui est faite avec beaucoup moins de focale, donc je suis moins embêté par la turbulence. Si je veux rester à un niveau de qualité de 60% par rapport à ma meilleure image, eh ben, je peux conserver 58% de mes images. C'est pas mal quand même. Donc ici, je mets 58%. Je vais placer mes points d'alignement de nouveau. Là, allez, pour faire vite, je vais mettre des points d'alignement assez gros. Hop. Alors, ce qu'on voit là, c'est que le logiciel est en train de me mettre des points d'alignement dans le noir. Ça peut vous arriver si vous avez un fond de ciel qui n'est pas noir. Et ben, en fait, il suffit de changer le seuil. Là, si je mets 50, on va voir ce qui se passe. Voilà. Si je mets 50, les points ne se mettent plus sur le fond de ciel. Donc ça va être la limite basse à laquelle se mettent les points d'alignement. Et puis c'est tout. J'aurais pu faire multi-échelle, mais là on va simplifier. C'était une vidéo faite avec une caméra noir et blanc. Donc là, un paramètre noise robuste à 4, ça convient. On a aussi un paramètre ici qui s'appelle Double Stack Référence, dont je n'ai pas parlé tout à l'heure. Dans un premier temps, on peut l'ignorer. Sachez simplement que si on coche Double Stack Référence, le logiciel va faire un alignement de meilleure qualité, mais il sera beaucoup plus long. Et dans certains cas, le résultat est moins bon que si on ne le coche pas globalement. Enfin, normalement dans le plus mauvais des cas, on ne gagne rien, et dans le meilleur des cas, normalement, on gagne quelque chose. Mais si vous avez un résultat qui ne vous convient pas et que vous aviez coché ce double stack de référence, bah, essayez de faire un essai sans le cocher. Voilà, donc là, bim, ma Lune, j'ai mes points d'alignement, je fais stack pour empiler. Alors c'est une vidéo assez courte, oui, ça, il n'y a que 488 images. Donc ça devrait être relativement rapide. Si ce n'est que bah là, je fais un traitement quand même sur une fenêtre
relativement grande. Mais ça a l'air d'aller vite quand même. On devrait vite avoir le résultat. Donc là, pour référence, en fait, on est sur une image de la Lune qui est faite avec un télescope de 60 mm de diamètre, un petit Maksutov pour débuter, qui coûte une centaine d'euros. Donc c'est vraiment du matériel très débutant. Donc c'est quand même un bon exemple pour montrer ce qu'on peut faire quand on a peu de matériel. Donc je vais aller chercher mon résultat. Donc c'est dans le répertoire 58 ce coup-ci. Voilà. Ce coup-ci, j'ai qu'une seule image, je m'y retrouve. Et voilà mon image de lune. Et là, de nouveau, je peux faire renforcement, accentuation, hop. Et puis on peut la contraster. On peut la contraster comme il faut. Hop, pour faire un peu comme si on était en pleine nuit, alors que j'étais pas en pleine nuit. Voilà. Alors là, on voit sur les bords, hein, sur les bords, là, on a une zone où il manque de l'information, parce qu'on est on utilise tout le champ du capteur, et évidemment, il suffit que pendant la vidéo, il y ait un petit coup de vent, ou alors simplement que la Lune se déplace dans le capteur, et ben, en fait, on va avoir des zones là, qu'il va falloir recadrer pour les sortir du champ. Bon, voilà, on voit mon petit traitement rapide, là, ça dévoile quand même beaucoup de choses sur la Lune. On voit beaucoup de détails par rapport à l'image avant accentuation. Là, on est comme ça. Hop, et on récupère à la fin quelque chose comme ça. On peut aussi comparer à une image brute, pourquoi pas. Là, je vais faire clear. Hop, je vais prendre la meilleure image brute que j'avais, ici, par exemple. On peut zoomer un petit peu. Hop. Donc là, on voit la différence entre juste une image brute et puis le fait d'avoir additionné quelques centaines d'images et puis de les avoir accentuées. Donc les accentuations, pour accentuer les détails, d'habitude je fais ça avec le logiciel Astrosurface plutôt, qui a des outils spécifiques bien plus adaptés que Photoshop. Donc voilà, je vous renvoie, on va faire une autre vidéo sur Astrosurface, ça mérite une vidéo à part entière. En tout cas, sur les planètes, j'ai fait le tour. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou poser vos questions dans les commentaires. Et puis surtout, de lire ce hors-série de Ciel et Espace. Donc il est en kiosque le 14 avril 2022. Si vous voyez cette vidéo dans les 2 mois qui suivent, il sera toujours en kiosque. Si vous la voyez plus tard, le hors-série, vous pouvez toujours le retrouver sur le site de Ciel et Espace en version numérique ou même le commander en version papier sur le site de Ciel et Espace. Tant qu'il y a du stock, il sera disponible. Et puis la version numérique, elle sera disponible ad vitam aeternam. Voilà, donc n'oubliez pas de liker cette vidéo si elle vous a plu, de suivre la chaîne, c'est très important pour nous. Et je vous dis à bientôt.